nous sommes de retour bien reposés de nos 2 petites semaines de congé et on commence direct dans le vif du sujet avec l'annonce de la sélection des Spiel des SRS, donc le prix le plus prestigieux pour un jeu de société. Il y a 3 catégories. Dans la catégorie Spiel, la plus importante, on va dire, tout public, nous avons l'excellent Bombbuster. Allez voir notre vidéo news, on en avait parlé, on l'avait mis en avant. Nous avons Flip 7, que je pronostique gagnant. C'est le jeu de cartes qu'il vous faut absolument, qui se joue de 3 à 17. Alors pourquoi on n'en a pas parlé en vidéo news? Parce que il était sold out quasiment à sa rupture. Et là on a un petit restock, il nous en reste pas beaucoup, ça reviendra en juillet. Bref, de toute façon, on le fait jouer tout le temps, on vous en parle en boutique, donc vous allez en entendre parler. Et nous avons un 3e jeu, nous avons Grakel. Mon allemand est très mauvais. C'est un jeu de dessin coopératif qui n'a pas encore été localisé en France, donc on verra quand ça sort. Dans les recommandations, parce qu'il y a 3 sélections et il y a aussi les jeux recommandés. Alors là, on est trop contente parce qu'il y a plein de jeux qu'on vous avait mis en avant. Il y a Agent Avenue, dont on vous a parlé dans la dernière vidéo news, Château Combo, qui est le même éditeur que Flip 7. Nous avons Foxy, Perfect Worlds, donc voilà, on est contente de voir que les jeux qu'on a poussés les derniers temps sont mis en avant dans les recommandations. Alors parfois c'est des jeux qui chez nous sont sortis il y a 2-3 ans, mais ils ont été localisés que récemment en Allemagne, d'où le petit décalage. Dans la catégorie Kennerspiel, donc là c'est des jeux un petit peu plus stratégiques, on va dire, un petit peu plus initiés. Nous avons Far Away, ce qui fait donc 3 jeux dans la sélection pour Catch Up Game, l'éditeur à suivre à fond. Nous avons Loot, qu'on avait beaucoup mis en avant aussi et qu'on aime énormément. J'espère qu'il va gagner le Spiel. Et nous avons Endeavor au profonde. Je sais pas si je le prononce bien parce que mon anglais est aussi mauvais que mon allemand. Il n'est pas là, mais il arrive en stock. Quand vous verrez cette vidéo news, il sera dans les rayons. En recommandation dans le Kennerspiel, on a Zenith. Trop bien Zenith. Je pense que c'est le jeu sur lequel on va avoir fait le plus de parties cette année. C'est vraiment hyper addictif. Ne passez pas à côté de Zenith. Nous avons The Gang, Kaori et Medical Mysteries. J'ai soigné les 4 patients. Personne n'est mort. Ça, c'est un jeu aussi à ne pas rater. C'est trop bien. C'est coopératif. Vous avez 4 enveloppes, 4 patients à soigner. Vous avez leur petite fiche d'admission. Vous êtes les médecins et vous allez décider quel examen lui faire pour essayer de comprendre ce qu'il a. Est-ce que vous allez lui faire un bilan sanguin, un test d'urine, une radiographie? Quel traitement vous allez lui donner? Mais attention, parce qu'il a peut-être des traitements dont il est allergique. Non, c'est vraiment super sympa, très simple à prendre en main. Après, bon, voilà, c'est du jargon médical. On apprend plein de trucs. Dans la catégorie Kinderspiel, donc c'est pour les petits bambins, nous avons Cascadia Junior, qui n'est pas encore sorti en France, qui devrait arriver d'ici fin d'année, septembre-octobre, ça peut encore bouger. Nous avons le Clan des souris, qui était sorti chez nous en 2023, et nous avons Top 10 Torte, qui est un jeu Schmidt, qui n'est pas encore arrivé en France, mais qui devrait arriver, je ne sais pas quand. Et dans les recommandations, on a 2 jeux qu'on aime beaucoup, qu'on avait beaucoup mis en avant, à savoir Syllabus et Il en vue Moussaillon, 2 jeux qui sont édités par Gigamic en France. Donc voilà, on a hâte de voir les résultats. On est super contente de cette sélection, en tout cas parce qu'on les a tous en rayon. Premier coup de cœur avec Les Jardins Suspendus de chez Gigamic, dans la même collection que Acropolis et Loot, à savoir des jeux bien stratégiques mais très accessibles en termes de règles. Petite particularité qui est quand même cool, c'est qu'il se joue jusqu'à 5 joueurs, parce que je suis sûre que vous aussi ça vous arrive souvent d'être 5 et on n'a que des jeux qui se jouent jusqu'à 4. Ça c'est un petit peu relou. Donc, dans Les Jardins Suspendus, nous allons jouer chacun notre tour et nous allons jouer 12 tours. À la fin, nous aurons 12 cartes devant soi, comme une petite pyramide, comme ça. Et il y a plein de petites choses qui feront des points. On va voir ça en fin de partie. J'ai fait une mise en place pour 2 joueurs, parce qu'en fonction du nombre de joueurs, vous avez plus ou moins de place pour votre emplacement. On va jouer 3 tours par manche et nous allons jouer 4 manches. Donc si mes calculs sont bons, 3 x 4, ça fait bien 12 tours, 12 cartes. Jusqu'à là, tout va bien. C'est clair. À notre tour, nous allons prendre notre petit ouvrier et nous allons le placer sur un emplacement qui est libre. Il y a 3 colonnes, sachant que si je me place dans la colonne du milieu, c'est pour récupérer une carte du milieu.
Si je veux récupérer celle qui est tout en bas, elle est gratuite. Si je veux récupérer celle qui est là, il faut que je possède et que je dépense un outil. Si je veux récupérer celle-ci, il faut payer 2 outils et celle tout en haut, il faut payer 3 outils. Donc, admettons que je sois fauché et que ça me convienne, je prends celle qui est gratos, première étape. Deuxième étape, je la place. Alors au niveau des placements, c'est très simple, hein. Vous placez adjacent à une autre carte et vous pouvez commencer à monter à partir du moment où vous avez 2 cartes en dessous. Ensuite, on coulisse vers le bas, on recomplète. Action facultative, si j'ai de la thune, je peux dépenser des pièces, à savoir 2, 3 ou 4 pièces, pour acheter ce qu'on appelle des aménagements. Ces petits aménagements, vous allez retrouver un peu la même iconographie que sur les cartes. Donc, je pourrais payer 2 pièces pour récupérer un petit lion, mais en fait, je peux pas le placer parce que là, j'ai un arbre et que je ne peux le placer que si c'est vide. On va dire que je l'avais. Troisième étape, facultative aussi, je peux valider un objectif. Alors, ces objectifs nous demandent d'avoir certaines choses devant nous, à savoir avoir 4 fleurs bleues, mais au même étage, avoir 3 symboles couronne au même étage, avoir 3 personnages, toujours au même étage. Je le répète parce qu'on a tendance à l'oublier, il faut bien que ce soit au même étage. Et si vous avez ce petit pion devant vous, qui est le pion premier joueur, vous allez pouvoir valider un objectif avec un prérequis de moins, ce qui est quand même très sympa. L'objectif, eh ben, si je l'ai, je me place, ça me fera des points de victoire en fin de partie. Le nombre d'emplacements est limité. Potentiellement, selon les emplacements, on peut gagner une petite pièce ou un petit outil. Dernière chose que je n'ai pas dit, quand vous prenez une carte, il peut y avoir des petits effets à appliquer. Par exemple, comment on gagne des pièces et des outils qui sont quand même importants pour ces petits bonus et pour avoir le choix des cartes. J'ai placé au premier étage un arbre avec un symbole pièce, je prends une pièce. Si je l'avais placé au deuxième étage, ça me faisait 2 pièces. Si je l'avais placé au troisième étage, ça me faisait 3 pièces. Pareil pour le symbole outil. Et dernier symbole, le symbole couronne. Quand on place un symbole couronne, on pique le premier joueur, ce qui est cool parce qu'on sera premier joueur de la première manche, si on se le refait pas piquer. Et évidemment, comme je vous l'ai dit, ça vous accorde aussi un petit coup de réduction pour valider des objectifs. Donc, première étape, je prends une carte. Deuxième étape, je peux, si je le souhaite, acheter un seul aménagement par tour. Troisième étape, je peux, si je le peux, faire un objectif. Le prochain joueur se place sur un emplacement libre, à savoir ici, il décide de payer un outil, il place cette carte, bim, on recomplète, tac, 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 tu craques. Et on fait ça jusqu'à ce que tous les emplacements soient occupés. Donc il y a un moment où de toute façon on n'a plus trop le choix, on est obligé de prendre dans telle et telle colonne. Fin de la manche, très simplement, on récupère ces bonhommes et on refait tout pareil, on fait 4 manches. Au niveau du système de points, à la fin, vous avez une petite fiche de scoring très pratique. Première chose, vous allez regarder si vous avez placé des cartes irrigation au bon endroit, puisqu'on aura chacun au début de partie reçu une petite carte qui dit on veut qu'il y ait une carte irriguée à cet endroit, à cet endroit, à cet endroit. Si tu n'en as fait qu'une, ça te fait 1 point. Si tu as réussi à placer les 6 au bon endroit, ça te fait 15 points. Irrigation, c'est très simple, vous avez un petit symbole irrigation sur les cartes. Deuxième chose, pour chaque type de fleurs, il y en a 3 couleurs différentes, on regarde son plus grand groupe de fleurs contiguës. Donc je regarde, j'ai 5 fleurs bleues adjacentes, ça me fait 5 points, et on fait ça pour chaque couleur. Troisième étape, on regarde si on a des arbres de même type qui se touchent. Faut que ça se touche, faut pas juste les posséder. Différents types d'arbres, selon la collection, là j'en ai un petit, si j'ai lui tout seul ça me fait 2 points, mais si j'avais réussi à mettre 2 de ses copains, ça me faisait le maximum de points, à savoir 9. Nous avons des petits animaux, 3 types d'animaux, qui vous feront des points en fonction de où ils sont placés. Le pan, grandeur, le pan va être tout en haut de votre pyramide, donc par ici, ça vous fera 4 points. Si vous l'avez mis en bas de la pyramide, vous aurez 2 points, alors que le singe, lui, il va être au milieu, et le roi lion, il veut être tout en bas. Voilà. Nous avons aussi des personnages. Ces personnages vont vous faire des points de victoire en fonction des différentes icônes que vous avez, 1 point par arbre, 1 point par symbole couronne, ce genre de choses. Et nous avons aussi les objectifs à valider. Voilà, vous savez tout. C'est très simple, mais c'est quand même assez calculatoire parce que on est toujours en train de se demander quelle carte va nous faire le plus de points par rapport à ses fleurs, par rapport à son irrigation, par rapport à ce qu'elle nous rapporte, par rapport à par rapport aux objectifs. Enfin bon, simple, efficace, on adore.
Deuxième coup de cœur avec un jeu qui est sorti avant nos vacances, Double Seven, qui est une espèce de Rummikub revisité avec des animaux. C'est très chill à jouer, vous pouvez jouer vraiment avec les enfants, les parents, c'est assez intergénérationnel, des parties assez courtes. En plus le matos c'est super sexy. I'm sexy and I know it. Le but est de faire des points. Les points, c'est très simple. À la fin de la partie, chaque tuile devant vous vous fait un point. Quand vous aviez fait une famille d'au moins 7 tuiles, vous récupérez un bonus. Quand vous faites encore une famille de 7 tuiles, vous récupérez un deuxième bonus et la tuile double. Et ça marque la fin de la partie. Donc à la fin de la partie, les points de cette tuile plus les bonus, celui qui a le plus de points à gagner. Première étape de son tour de jeu, si au centre de la table il n'y a aucune tuile retournée, on en retourne une. Ensuite, on va piocher 2 tuiles. Je peux prendre la face visible, le petit écureuil me va bien, et j'en prends une face cachée. Si jamais j'avais mon chevalet vide, parce que le tour d'avant j'avais réussi à tout poser, bah du coup j'ai le droit de piocher 3 tuiles, ce qui est pas mal. Et si jamais j'ai que des animaux différents, donc 5 différents sur mon petit chevalet, à ce moment-là j'ai aussi le droit de piocher une petite tuile supplémentaire, ce qui rééquilibre un petit peu des fois le hasard. Après ça arrive assez rarement. Ensuite, je vais pouvoir faire des actions dans l'ordre de mon choix. Qu'est-ce que je peux faire en action? Eh bien, poser des familles devant moi. Une famille, c'est minimum 2 animaux. Ça peut être plus, mais minimum 2. Si plus tard j'ai de nouveau des renards, j'ai pas le droit de commencer une nouvelle collection de renards. Il faudra agrandir ce qu'on a déjà devant soi. Autre action que je peux faire, eh bien j'ai le droit d'échanger avec n'importe quel joueur de la table des familles. Par contre, on fait des échanges équitables. Je te donne 2 tuiles, je te prends 2 tuiles. Et à savoir qu'on ne peut pas scinder une famille. J'aurais pas pu prendre juste 2 signes. C'est une famille de 4 signes. Donc si j'avais une famille de 4, j'aurais pu échanger, mais c'est pas le cas. Et pourquoi j'ai récupéré ces 2 écureuils? Parce que la troisième action possible, c'est d'agrandir une famille qu'on a devant soi. Donc j'agrandis ma famille d'écureuils. Ce qui est cool parce que je vous rappelle que quand on a au moins 7 tuiles dans une famille, on récupère un bonus. Autre action qu'on peut faire, eh bien, par exemple, je pourrais, comme au Rummikub, récupérer ce petit joker, ce qui me permettrait, par exemple, de poser encore des lapins. Voilà. Nous n'avons pas le droit d'avoir plus que 6 tuiles sur son paravent, donc si on en avait trop, on est obligé de jeter. D'où le fait qu'on pose quand même des familles, on n'attend pas, comme au Rummikub, d'avoir 15 000 tuiles devant soi, sinon c'est interminable. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Une petite action spéciale, si vraiment ça nous plaît pas, ce qu'on a sur notre paravent, on peut échanger 2 tuiles contre une face cachée. Par contre, ces 2 tuiles, on les met face visible, donc ça veut dire qu'on laisse des opportunités aux autres joueurs. Vous savez tout sur Double Seven, donc un jeu très familial, intergénérationnel, très agréable à jouer. On se fait des petits échanges, donc il y a de l'interaction, mais c'est pas un jeu où l'interaction est négative parce que bon bah je t'ai piqué 2 écureuils mais je te donne 2 renards, donc je t'ai piqué 2 points mais je te rends 2 points, c'est pas frustrant. Et ça se trouve lui à son tour il a des renards, il est très content d'avoir ma famille de renards parce qu'il va pouvoir agrandir sa famille. Damien, on va faire un grand classique de la cuisine, c'est les petits pois à la française. C'est trop bien parce que j'adore les petits pois. J'adore les petits pois. Dernière petite mise en avant dans cette vidéo news avec Petits Pois. Le jeu qu'on n'attendait pas forcément chez Blam, qui est un éditeur qui d'habitude nous fait des jeux à la Celestia, Chakra, Sierra, donc des trucs qui ont quand même un univers marqué. Et Petits Pois. Et en fait, c'est super cool. C'est testable sur Board Game Arena si jamais. C'est encore un jeu avec des chiffres, on va dire, mais ça fonctionne, c'est des tout petits jeux, ça coûte 12 €, ça joue de 2 à 6, c'est déjà superbement bien à 2, le jeu qu'il faut toujours avoir dans son sac à main, prêt à sortir. Dans Petits Pois, le but est de faire le moins de points possible. Alors c'est assez libre en termes de fin de partie, de base c'est conseillé de faire 3 manches et le joueur qui a le moins de points sur les 3 manches à gagner, mais vous pouvez le faire en 10 manches si vous voulez, vous pouvez faire on s'arrête à 100 points, vous faites un petit peu comme vous voulez tant que vous vous mettez d'accord avant de commencer la partie. Donc mise en place pour 2 joueurs, on aura enlevé un certain nombre de cartes, de couleurs de cartes. Voilà, on met 2 cartes comme ça, face cachée, on met 2 cartes face visible, on fait pareil avec l'autre joueur, on distribue 4 cartes à chacun et on met une carte devant, sur le côté, hop, voilà. Une manche va se terminer quand un joueur n'a soit plus de cartes en main, soit plus de cartes devant lui. À son tour de jeu,
un joueur va faire une action parmi deux possibilités. Soit il joue des cartes sur l'une ou l'autre pile en respectant le sens, donc jouer par ordre croissant ou décroissant, soit il va changer le sens de la carte, piocher deux cartes et rejouer. Donc finalement, c'est pas si punitif que ça. Donc première possibilité, là il faut que je joue dans l'ordre croissant. Donc je pourrais par exemple jouer un 10 bleu qui est plus grand que mon 7 rouge. Et mon tour s'arrête. Ou alors, je vais plutôt décider de changer le sens. Du coup, je pioche deux cartes. Et maintenant, je joue. Donc, il faut que je joue par ordre décroissant. Et là, j'ai prévu un combo de fou. Quand on joue la même couleur, on a le droit de rejouer. Donc, le 8 est plus petit que le 9. Puis, je joue ça d'abord. Puis, je joue ça. Puis je joue ça. Pourquoi j'ai joué que sur cette pile? Parce que quand on rejoue, on est quand même obligé de jouer sur la même pile. Et là, je peux plus jouer autre chose. On pourrait jouer un chiffre de même valeur. Je pourrais jouer un bleu. Ou alors, j'ai le droit de retourner ma pile. Ce qui est pas mal aussi. C'est au prochain joueur. Il joue. Ça revient à mon tour de jeu. Je peux décider de jouer ceci. Voilà. Et mon tour s'arrête. Et à mon prochain tour, je peux décider de changer le sens de la carte parce que là, j'ai pas de valeur en dessous de 1 et 2. Donc, je change le sens de la carte, je pioche deux cartes et je joue. Et du coup, je pourrais par exemple jouer un 9, direct je monte, comme ça je bloque peut-être un petit peu l'autre joueur avec son 8, là, il aurait pu enchaîner. Et comme je ne veux pas ou je ne peux pas rejouer sur cette pile, à la place, je vais retourner cette carte. Lorsqu'un joueur termine soit sa main, soit à virer toutes les cartes qu'il a devant lui, la manche s'arrête. On va compter les points. Et alors là, il y a deux zones de jeu. Donc dans cette zone de jeu, je suis à 0. D'accord? Par contre, dans ma main, j'avais quand même pas mal de valeurs. Je n'aurais jamais mis fin à la manche en temps normal. Ce joueur-là va compter, hop, les points de sa main, va compter les cartes qui lui restent devant lui, et son score, qui je le rappelle est négatif, ça va être son plus grand score sur une des deux. Par contre, comme à Skyjo, si le joueur qui a mis fin à la manche n'est pas le joueur qui a le moins de points, il double ses points. Donc c'est quand même assez tactique, surtout à deux, on va quand même un petit peu, on a un petit peu plus de contrôle. On va poser une carte en espérant que la couleur soit encore là à son prochain tour, comme ça on va enchaîner un petit peu. Il y a ce côté un petit peu suspense, je pourrais jouer ma dernière carte, mais est-ce que j'ai le moins de points? Et voilà, vous pouvez jouer jusqu'à 6, c'est hyper efficace comme jeu, petit poids, ça le fait bien. Il n'est pas toujours évident de faire un choix sur quelle nouveauté on va rentrer, quelle nouveauté on va mettre en avant. Hein. Vous le savez, le monde ludique est très productif et il faut faire des choix parce qu'on n'a pas le temps de tout travailler, de tout mettre en avant. Donc on ne dit pas qu'on fait des bons choix, mais en tout cas, c'est les jeux que nous, on a envie de mettre en avant parce qu'on les aime, pas toujours, parce qu'on sait qu'il y a du public pour, parce qu'on sait que vous allez les aimer. Et c'est ça aussi notre travail, c'est pas que de rentrer des jeux qu'on aime, c'est de rentrer des jeux qui vont plaire à un maximum de personnes. Du coup, au niveau des nouveautés, là, il y a quand même pas mal de bons trucs qui sont arrivés, notamment au niveau des extensions. On a l'extension de Hearth, qui était quand même un best-seller en termes de jeu un peu initié, expert, qui rajoute un 6e joueur, qui rajoute des nouvelles possibilités. On a l'extension de Sur les traces de Darwin, best-seller également, et la petite extension inattendue qu'on a vu popper comme ça la semaine dernière dans une newsletter. On l'attendait pas, mais on est super contente de l'avoir reçue. C'est la dernière extension de Forêt Mixte qui s'appelle Exploration, il me semble. Qu'est-ce qu'on a reçu d'autre qui est cool? L'île des maudits, si vous aimez les jeux de mots à la Codename, à la mot malin, c'est un jeu coopératif où un joueur a une petite carte et il va vous donner des indices avec des mots pour vous faire parcourir la carte parce que lui il veut vous emmener à un certain endroit, vous faire choper des trésors, vous faire éviter des pièges. Ça marche superbement bien à partir de 2 joueurs déjà. Qu'est-ce qu'on a reçu qui est très cool? On a reçu Tulip, petit jeu où on va gérer le cours de la tulipe. C'est marrant.
Boursicocotte, une réédition, un jeu d'enchères et de bluff. J'en avais un super souvenir, j'ai dû le découvrir il y a une douzaine d'années et il est super funky, très simple, un petit peu à la Bonanza et tout. Ça, faut pas passer à côté de la réédition de Boursicocotte. Scopette, super cool, hein, une Scopa revisitée, jeu de société moderne. La deuxième boîte de Chronologique, Chronologique Cusco 1450, qui était super attendu aussi. Qu'est-ce qu'on a reçu d'autre? Résurgence, ça c'est chouette aussi, on est plutôt sur du jeu expert, du jeu compétitif, de la pose d'ouvriers, de la collecte de ressources dans un thème post-apo. Avant-après, alors ça pareil, ça va être un best-seller, c'est un jeu d'enquête qui est illustré par Martin Wittberg. Martin Wittberg, si vous le connaissez pas, c'est un des grands noms de la presse ludique, qui gère le site Un Monde de Jeux, qui est illustrateur également dans la vie. Et avant-après, c'est un jeu où vous faites deux équipes, donc ça peut être une personne et une personne, ça peut être deux et trois, c'est coopératif. Chacun a une scène avant et après, on ne la montre pas à l'autre et on va devoir décrire ce qu'on voit pour essayer de comprendre déjà qui c'est qu'il y a avant, qui c'est qu'il y a la scène après, et on va répondre à une série de questions pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc il y a 6 enquêtes dans la boîte, super cool. Toy Battle aussi, spécial de joueurs, vraiment très très chouette. Personnellement, j'ai une petite préférence pour Zenith, mais les jeux sont très différents, on va les comparer parce que c'est 2 joueurs qui sont sortis assez en même temps. Enfin, il y en a plein qui sortent en ce moment, les 2 joueurs, c'est dingue. Et Toy Battle, je pense qu'on doit être une des dernières boutiques en France à en avoir, parce que comme on était fermé 2 semaines, il nous en reste un petit peu avec le petit goodies piste de score. Donc voilà, je vais pas tous vous les passer en revue, mais n'hésitez pas à venir les découvrir. Il y a vraiment une très belle flopée de sorties ces derniers temps. Et dernière information importante, au niveau de l'agenda ludique, les aventuriers du RID, qui sont donc basés à Markolsheim, organisent comme chaque année les 24 heures du jeu dans la salle de la Bouilloire à Marco, comme on vient de le dire. C'est le 7 et le 8 juin. Donc ils sont toujours au top, niveau orga, franchement c'est moi à chaque fois je suis admirative. Ils ont des gens pour expliquer les règles, ils ont différentes salles en fonction des univers, pour les jeux d'ambiance, pour les gros jeux, ils font des loups-garous, ils font des Captain Sonar grandeur nature, ils font plein de petites activités, donc n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment un super événement dans le coin. Sur ce, à bientôt. Ça tourne. Ok. Voici de retour pour cette nouvelle vidéo news qui n'était pas censée démarrer comme ça. On la refait. On va faire 20 fois l'intro là. Et c'est parti pour la nouvelle vidéo news. Voilà. Coucou tout le monde, ça y est, nous sommes de nos retours de nos 2 petites semaines de congé. Nous sommes de nos retours. C'est vrai, j'ai dit ça? Ah, flûte. Attends, je fais une connerie. Tu peux pousser le tiroir là-bas, ça me perturbe. Coucou tout le monde, nous sommes de Renault. Wow, le bêtiseux, il va faire plus que la vidéo en fait, quoi.